Bonjour, je vais demander aux personnes qui ne sont pas encore installées de le faire. Bienvenue pour la cinquième session depuis le début de l'année des conférences lunch, toujours avec Attac et Tika. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir Laurence Cialom sur un sujet qu'on a déjà traité pour ceux qui nous suivent depuis le début, depuis les 6 ans qu'on a commencé les conférences lunch, sur un sujet qui nous est très cher à Tika, qui est la régulation bancaire. Il nous est très cher, d'autant qu'il est très peu suivi dans les grands titres des journaux de la presse économique ou non, y compris dans ce pays qui est le Luxembourg, où vous avez, comme vous le savez, une place financière très puissante. Et pourtant, il nous est particulièrement capital ce sujet, dans la mesure où, si vous vous intéressez à la question liée au dérèglement climatique, à la question des droits des travailleurs, des droits humains, etc., vous devez vous intéresser à la question financière. C'est donc pour cela que nous sommes heureux de recevoir Laurence Cialom, qui a travaillé depuis de longues années sur ce sujet, qui a sorti donc récemment ce livre, La fascination de l'ogre, que vous pourrez vous procurer ensuite en dédicace, qui a obtenu de très bonnes critiques dans la presse francophone, et on se réjouit de l'avoir ici parmi nous pour avoir les derniers états des lieux avec des données actualisées de qu'est-ce que la capture de la finance, pourquoi nous devons nous intéresser à la finance, non seulement sur l'activité proprement dite, mais sur toutes les activités de la vie humaine, et vous allez voir que c'est tout à fait intéressant de s'y plonger. Voilà. Sans plus attendre, donc je lui passe la parole. Et bien entendu, après, on aura un petit temps de discussion pour les questions-réponses. Merci. Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse de venir présenter ma fascination de l'ogre au Luxembourg, c'est-à-dire vraiment au cœur du réacteur du système financier européen. Et ça, à un moment crucial, puisqu'on est juste avant les élections européennes, et je pense que ça a été une des motivations de ce livre. Je pense que la question de quel système financier, de la régulation de la finance, est un enjeu démocratique. C'est un enjeu démocratique dont le citoyen doit s'emparer et dont le citoyen se sent largement exclu au nom d'une complexité, mais qui est très largement entretenue, à mon sens. Donc, d'abord, une présentation générale. La thèse globale de cet ouvrage, et j'ai d'ailleurs beaucoup hésité sur le titre de l'ouvrage, c'est l'éditeur qui finalement a choisi le titre. Le titre que j'avais pensé, auquel j'avais pensé après La fascination de l'ogre, mais qui était peut-être plus explicite, c'était d'intituler l'ouvrage Finance et société, en finir avec le syndrome de Stockholm. Parce qu'en fait, la thèse centrale de l'ouvrage, c'est que nos décideurs politiques, la haute administration, qu'elle soit européenne ou qu'elle soit nationale, est victime d'une sorte de syndrome de Stockholm. Donc, comme vous le savez sûrement, le syndrome de Stockholm, ça désigne la relation apparemment paradoxale qui lie quelqu'un qui est victime d'un enlèvement et son ravisseur. C'est-à-dire cette espèce de relation d'empathie que peut avoir la victime avec son preneur d'otage quand la prise d'otage dure longtemps, en fait. Et ce mécanisme a été très, très étudié en psychologie. C'est un mécanisme d'ascendant, en fait, psychologique, qui a pour conséquence d'annihiler complètement la combativité de la victime, et ça conduit à une espèce de soumission volontaire. Bien, la thèse de l'ouvrage, c'est que nos décideurs politiques, la haute administration, est dans cette relation avec le monde de la finance. Et ce que j'essaye de faire dans cet ouvrage, c'est 2 choses. La première chose, j'essaye de décrypter par quel canal ça passe, cette emprise, cette influence idéologique, puisqu'on est dans le domaine de l'idéologie, là, du monde de la banque et de la finance, et qui donc conduit à affaiblir les capacités d'autodéfense de la société, et donc annihile toute velléité de réforme en profondeur de la finance. Et puis, les 3 derniers chapitres de l'ouvrage, ce sont des chapitres concernant des options. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de desserrer l'étau de la finance?
Donc il ne s'agit pas de présenter une grande réforme de la finance, hein, non. C'est-à-dire que ce que j'essaye de montrer, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avant pour qu'une réforme de la finance soit possible. Il faut d'abord desserrer les canaux de cette emprise. Donc cet ouvrage est le fruit de mon activité académique. Donc je suis professeur d'université, je travaille sur ces questions depuis très longtemps, hein. Mon activité donc de recherche, mais également d'enseignement. Donc c'est également le fruit d'échanges que j'ai avec mes étudiants, et notamment quant à leur insatisfaction sur la manière dont on leur renseigne la matière financière et comment on les outille pour comprendre le monde de la finance dans lequel ils évoluent. Et puis également, ça doit beaucoup à un engagement qui est un engagement citoyen, donc qui est à côté, hein, auprès d'ONG telles Finance Watch, dont je suis membre qualifié, de think tanks comme Terra Nova, c'est-à-dire les notes policy que je produis en général, c'est avec soit Terra Nova, soit l'Institut Veblen à Paris. Et puis plus récemment, je suis entrée au conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot, précisément pour la raison qui vous a été indiquée en introduction, hein, à savoir que on ne peut pas imaginer réussir une transition écologique si on ne réforme pas profondément la finance, pour deux raisons essentielles, qui sont la question de la réorientation des flux financiers, c'est-à-dire sortir des secteurs brown, enfin très carbonés, vers des secteurs moins carbonés. Ça, c'est la première chose. Cette réorientation doit être massive. Et puis les risques financiers climatiques, hein, dont les banques centrales commencent à se préoccuper. Bon, voilà, des choses dont on pourrait éventuellement parler. Donc, ce qui explique pourquoi maintenant je travaille plus sur les questions de finance et climat. Et donc, en raison de cet engagement citoyen, entre guillemets, j'ai été amenée à beaucoup intervenir dans le débat public, notamment sur la question de la séparation des activités bancaires, sur la question de l'union bancaire et du shadow banking. Et donc, une partie de la motivation de cet ouvrage tient aussi à ça, c'est-à-dire tient au fait que je pense qu'on doit donner les clés aux citoyens pour se réarmer, hein, dans les grandes options de politique économique que l'on peut avoir vis-à-vis de la finance, hein. Et donc, depuis 10 ans, depuis cette période où je suis très engagée dans le débat public sur ces questions, j'ai été dans une position que les sociologues diraient d'observatrice participante, en fait. Donc, j'ai vu comment les choses fonctionnaient de l'intérieur. Et quand je dis de l'intérieur, c'est que je suis au conseil scientifique de l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation, donc chez le régulateur des banques, et je suis à la commission consultative épargnant de l'AMF. C'est-à-dire que je suis chez les deux grands régulateurs français. Et ça, je pense que c'est essentiel. Donc il y a deux options de positions qu'on peut avoir quand on défend les positions que je défends. Soit une position simplement de dénonciation, et je refuse de me mouiller les mains et d'aller mettre les mains dans le cambouis, et donc je refuse de cautionner ce qui se fait, ou alors on essaye de faire de l'entrisme. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire rentrer dans les institutions, et on voit que, alors bien sûr, c'est pas des révolutions, hein, qu'on arrive à faire, mais on arrive à libérer des paroles, on arrive à ce que des sujets arrivent sur la table, etc. Donc bon, voilà. Donc ça se discute, mais c'est comme ça. J'ai beaucoup hésité, quand j'ai écrit cet ouvrage, à donner le dessous des cartes au lecteur, c'est-à-dire expliquer cette motivation que je suis en train de vous expliquer à l'oral là. J'ai demandé conseil autour de moi. La grande crainte que j'avais, c'était que les journalistes ne s'intéressent qu'à ça, c'est-à-dire ne s'intéressent qu'à la petite histoire de comment je m'étais confrontée au lobby bancaire, qu'est-ce qu'ils avaient pu faire, etc. Et ça, j'avais peur que ça nuise au fond de l'ouvrage. Et donc, du coup, bon, jusqu'à la fin, assez tard, je me suis posé la question, est-ce que je donne le dessous des cartes? Et en fait, ce qui a emporté le morceau, c'est la lecture d'un ouvrage que je vous conseille, hein, qui est l'ouvrage de deux historiens des sciences, qui s'appellent Oreskes, je ne sais pas comment ça se prononce, et Conway, qui s'appelle Les Marchands de doute. Et donc, qui a, sur la base d'un travail d'archives excessivement fouillé, eh bien, ont constaté, enfin, ont mis en exergue, ont montré les méthodes qu'utilisent les grands groupes d'intérêt. Alors, eux, ils travaillent sur le tabac, les pesticides, tous les produits, en gros, qui sont nocifs à la santé, hein, et à l'environnement. Et donc, ils mettent en exergue les méthodes qui sont utilisées pour décrédibiliser les scientifiques qui vont à l'encontre de leurs idées, comment ils instrumentalisent d'autres scientifiques, enfin bon, bref. Et alors, ce qui m'a frappé à la lecture, alors que ça ne traite pas du tout de finance, hein, ce qui m'a frappé vraiment à la lecture de cet ouvrage, c'est que toutes les méthodes qu'il décrivait, je les avais vécues.
soit je les avais vécues en direct, soit des proches qui ont le même type de position que moi les ont vécues. C'est-à-dire que je pouvais mettre un nom sur chacune de ces méthodes sur des questions qui ont trait à la finance. Et donc, je me suis dit, non, à ce moment-là, je fais le jeu des lobbies si je ne dévoile pas le dessous des cartes. Alors, j'en ai dit, j'en ai pas trop dit, j'ai beaucoup coupé dans cette partie, justement pour pas que ça focalise trop l'attention, mais quand même, j'ai dit un certain nombre de choses. J'ai pas donné les noms des économistes qui, comme moi, ont pu être confrontés à ces problèmes. Je donnais les noms, par contre, des personnes dans la haute administration à qui j'ai pu être confrontée ou des décideurs politiques. Mais je pensais que c'était important, en fait, de donner ces clés-là. Bon. Donc, le diagnostic sur lequel se fonde l'ouvrage, c'est que 10 ans après une crise financière massive, la finance n'a pas fondamentalement changé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les racines profondes des crises financières demeurent. Attention, je ne caricature pas, je ne dis pas on n'a rien fait. Bien sûr qu'on a fait. On a élevé les digues, si vous voulez. C'est-à-dire que les banques sont quand même mieux capitalisées qu'elles ne l'étaient avant crise. On a créé des ratios de liquidité. On a adopté une directive de redressement et de résolution. Bon, on a fait des choses. Et d'ailleurs, si ces choses-là vous intéressent, j'ai écrit avec 2 collègues une note Terra Nova, 10 ans après, qu'on a publié au moment des 10 ans de la faillite de Lehman, qui fait vraiment le point là où on en est, qui fait le bilan de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui reste à faire, en quoi on est encore en risque sur ces questions. Donc il ne s'agit pas de dire il ne s'est rien passé, mais il s'agit de dire qu'on est toujours sous la menace d'une finance qui est hypertrophiée, et alors ici vous êtes particulièrement exposé, mais en même temps je ne peux pas dire particulièrement exposé parce que en réalité il n'y a aucune crise financière aujourd'hui qui naîtrait en Europe et dont un pays quelconque pourrait être totalement immune, notamment du fait du lien entre crise de la dette souveraine et crise bancaire, qui aujourd'hui est encore très fort. Alors, les problèmes qui demeurent vraiment et qui sont très, très centraux, c'est le fait, d'abord, le problème des établissements trop gros, trop complexes pour faire faillite, et également trop gros, trop complexes pour être correctement gérés. Et ça, c'est un problème qui est vraiment très aigu en Europe, qui est plus aigu en Europe qu'aux États-Unis, par exemple. Et comment dire, sur ce dossier, l'emprise du lobby bancaire a été considérable. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire avorter toutes les réformes ambitieuses sur ce sujet. Et comment dire, pourquoi, au nom de quoi? Toujours au nom de l'idée que l'intérêt de ces géants bancaires coïncide avec l'intérêt général. Ce qui est une idée fausse. Sur laquelle on pourra revenir. Alors le dernier exemple en date qu'on a, heureusement, qui a avorté de cette vision totalement déformée des choses, c'était le projet allemand de fusion de Commerzbank et de la Deutsche Bank, qui est une aberration économique totale. Je veux dire, c'est pas en mariant 2 canards boiteux que vous allez faire un marathonien. Donc il était évident que c'était déjà, la Deutsche Bank en elle-même est un énorme risque pour l'Europe. Alors, si vous l'associez à la Commerzbank, là, vous avez vraiment... Donc, bon, ça a avorté parce qu'il n'y avait pas que des gens comme moi qui le disaient. Des analystes financiers disaient non, ça, c'est pas possible, c'est insoutenable Mais, quand vous regardez l'argumentaire, pourquoi le gouvernement fédéral soutenait ce projet, c'était au nom de souveraineté économique, de la souveraineté économique de l'Allemagne, de la puissance de l'Allemagne, etc. Donc, bon. Et ce qui est quand même d'autant plus incroyable, c'est que ce n'est pas ces banques-là qui financent les PME allemandes, qui font la force en fait, de l'Allemagne. C'est certainement pas ces géants bancaires, parce que plus les banques sont grosses, moins elles financent en réalité l'économie. Autre comment dire, menace que l'on a et qui est particulièrement prégnante au Luxembourg, mais pas uniquement au Luxembourg, c'est l'endettement privé excessif qui ne s'est pas résorbé après la crise et qui accroît considérablement la fragilité de tous les acteurs, les entreprises mais également les ménages quand ce sont les ménages, à une crise financière. C'est-à-dire que toutes les études économiques montrent qu'une crise financière a des effets d'autant plus longs, d'autant plus douloureux, il est d'autant plus difficile de s'en sortir qu'elle se produit à un moment où les acteurs sont trop endettés, c'est-à-dire où il y a trop peu de capital et beaucoup trop de dettes. Or, actuellement, on est dans une situation comme ça. La situation est pire qu'elle ne l'était avant crise. On est à des niveaux d'endettement supérieurs à avant celle des années 30 et avant la crise de 2007 dans de nombreux pays. Troisième constat, le secteur de la banque, surtout des banques systémiques,
est probablement le secteur économique dans lequel le relâchement des normes éthiques est le plus fort. Donc ça, je pense que je n'ai pas besoin de développer énormément pour vous en convaincre. Hein. Vous ouvrez votre journal tous les jours, et tous les jours, vous avez un scandale financier qui implique une, deux, trois grandes banques systémiques. Et ça, c'est une véritable épidémie, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut s'interroger sur qu'est-ce qui est constitutif dans ce secteur de ce relâchement des normes éthiques. Hein. Ce n'est pas parce que c'est des gens qui sont moins éthiques qui vont travailler dans le secteur de la finance. Il y a eu d'ailleurs des études très intéressantes là-dessus. Hein. Je pourrais y revenir, mais qui montrent bien que ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a des normes éthiques nous-mêmes qui sont disons, assez faibles, qu'on va aller travailler dans la finance. Non, c'est le fait de travailler dans la finance qui transforme en fait votre manière de concevoir l'éthique. Donc on doit s'interroger sur qu'est-ce qui explique cette propension en fait de la finance à générer de la délinquance en col blanc. Alors, donc c'est un état des lieux qui est quand même assez déprimant. Hein. D'une certaine manière, la manière dont le cinéma nous représente la finance avec, je sais pas, The Big Short ou Margin Call, etc., contrairement à d'autres secteurs, on peut difficilement dire que ça n'a aucun rapport avec la réalité, quoi. C'est très très proche en réalité d'une certaine réalité. Bon. Donc c'est un état des lieux qui est d'autant plus déprimant qu'au-delà des implications en termes de stabilité financière qui nous intéressent, qui nous interpelle tous en tant que citoyens, hein, parce que si on a une grosse crise financière, ça veut dire que c'est le contribuable, hein, nous en tant que contribuables qui allons être à la manœuvre et qu'il va y avoir des coûts sociaux importants hein, de ce qui va se passer. C'est d'autant plus déprimant qu'au-delà de cette question de la stabilité financière et de la mise de toute la société en risque, hein, il y a de très nombreux travaux économiques qui montrent qu'il y a un rapport étroit entre l'hypertrophie de la finance, et on est dans des systèmes où la finance est hypertrophique, hein, et la montée des inégalités. Donc, bon, ce n'est pas le centre de l'ouvrage. L'ouvrage part sur des diagnostics, donc ça, dans le diagnostic, il y a cet aspect-là. Hein. On pourrait en reparler. Hein. Il y a également des tas de travaux qui montrent que, au-delà d'un certain défaut de la finance, donc c'est des travaux de la Banque des règlements internationaux, puis des travaux académiques, qui montrent qu'au-delà d'un certain niveau de développement de la finance, plutôt que de soutenir la croissance, l'accroissement du secteur financier pèse sur la croissance. Et donc, ça serait une des raisons qui explique ce qu'on appelle la stagnation séculaire, c'est-à-dire le fait qu'on a un abaissement du rythme de croissance dans de très nombreux pays développés. Alors, ça fonctionne au-delà d'un certain seuil de développement de la finance que l'on a largement dépassé en Europe hein, et aux États-Unis. Et puis, l'autre raison essentielle, c'est que on ne pourra pas faire une véritable transition écologique avec une finance qui fonctionne telle qu'elle finance aujourd'hui, avec son court-termisme, avec les niveaux de concentration, avec la mauvaise appréhension des risques qui sont et le fait que la finance aujourd'hui, elle reproduit l'économie telle qu'elle est, quoi. Il y a un biais carboné considérable, et dans les indicateurs, et dans le type de gestion, par exemple la gestion passive, etc. Donc voilà. Et donc, en préalable, en prérequis à toute proposition de réforme de la finance, eh ben, il faut essayer de desserrer les taux et essayer de poser un diagnostic sur qu'est-ce qui fait que cette emprise est tellement forte sur nos décideurs. Pourquoi, malgré la multiplication de travaux qui montrent ce que je vous dis, ce n'est pas des travaux de gauchistes ou d'un non, c'est des grandes institutions. L'OCDE dit qu'il faut séparer les activités. Le FMI dit qu'il faut séparer les activités. Vous voyez, c'est pas... malgré ça, ça ne se fait pas. Et donc, il faut s'interroger sur ce qu'on appelle la capture en économie. Donc, je trouve que le terme est assez bien choisi. Hein. Donc, la capture, mais l'économiste l'appréhende, la capture, dans un sens étroit. Moi, je l'appréhende dans un sens plus large, où je vais chercher des arguments dans d'autres sciences sociales que l'économie. Hein. Donc, la capture, c'est quoi? La capture, c'est essayer de regarder par quels canaux, par quels mécanismes l'industrie bancaire et financière influence le régulateur dans le sens de ses propres intérêts, au détriment de ce qu'on pourrait appeler l'intérêt général, même si après on peut discuter qu'est-ce que c'est que l'intérêt général, ça bien sûr. Donc ces canaux sont multiples.
c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est ce que je détaille beaucoup dans le livre, là je n'aurai pas le temps évidemment. Hein. Donc ces canaux sont multiples, mais surtout ils font système, c'est-à-dire qu'ils se valorisent mutuellement. Donc les travaux fondateurs sur ces questions de capture, en économie, c'est des travaux qu'on doit à Stigler, donc en 71. Donc on commence à travailler en économie là-dessus au début des années 70. Hein. Et ça met l'accent sur le fait que les régulateurs sont soumis à des pressions intenses de l'industrie régulée pour infléchir les réglementations dans un sens qui est conforme à leur intérêt privé. Et alors ça met l'accent sur quoi? Ça met l'accent par exemple sur le financement des campagnes électorales. Donc ça, c'est un argument qui est très vrai, notamment aux États-Unis, hein, la question du financement des campagnes électorales. D'ailleurs, quand on regarde un peu, parce qu'aux États-Unis, vous avez les informations sur qui finance qui, vous voyez que souvent, les gros financeurs, ils financent des deux côtés, hein, pour être sûr. Alors, nous, et aux États-Unis aussi, ça fonctionne beaucoup comme ça, un canal excessivement puissant de la capture tient aux opportunités de carrière que l'industrie offre aux fonctionnaires et aux régulateurs qui sont susceptibles d'influencer les réglementations dans leur sens, hein, dans un sens leur étant favorable. Alors, il faut bien comprendre, ce canal, il ne fonctionne que parce que les salaires dans la finance, dans l'industrie, sont évidemment très supérieurs aux salaires qui sont offerts dans la sphère publique. Et de ce point de vue, la banque et la finance sont particulièrement perméables, plus que d'autres secteurs, du fait des modalités de rémunération, sont beaucoup plus perméables à la capture des cadres dirigeants. Alors, il y a des travaux académiques, notamment qui ont été publiés dans les meilleures revues, hein, dont ceux de Philippon et Rechef, qui montrent qu'avec la libéralisation et la déréglementation financière, à caractéristiques équivalentes de qualification et de responsabilité. Donc ça veut dire vous avez fait les mêmes études, vous avez obtenu les mêmes résultats, vous êtes à même niveau hiérarchique. Les salaires dans la finance sont très très supérieurs à ceux de tous les autres secteurs. Et ce que montrent ces travaux, c'est que l'écart s'accroît avec le niveau de rémunération. Donc on a une rente salariale évidente et qui n'affecte pas que les États-Unis. C'est des travaux qui portent sur les États-Unis, mais les travaux de l'OCDE ont conforté cette rente salariale en Europe. C'est-à-dire que ça fonctionne également en Europe. Cet argument du différentiel de salaire qui permet à ce canal de fonctionner permet aussi de comprendre pourquoi les ONG, comme Finance Watch, comme Better Finance, etc., pourquoi les ONG ne sont pas capables de faire entendre leurs arguments. Tout simplement parce que les salaires ils sont beaucoup plus modérés, les opportunités de carrière sont beaucoup moins attractives, et donc les ONG ne peuvent pas utiliser ce canal-là pour influencer le régulateur. Par ailleurs, ce que nous disent les études économiques, donc là plus théoriques, hein, ils nous disent qu'il y a, pour qu'un secteur puisse vraiment capturer son régulateur, il faut qu'il y ait un certain nombre de caractéristiques dans ce secteur. Et quand on pointe les caractéristiques, on se dit ouais, la finance, elle coche toutes les cases. Première caractéristique, il faut que les groupes d'intérêt soient concentrés et organisés. L'industrie bancaire est excessivement concentrée et les fédérations bancaires sont excessivement puissantes. Donc voilà, donc ça fonctionne. Il faut que la réglementation soit techniquement complexe. La réglementation est très techniquement complexe. Je vous allez simplement regarder les accords de même BAL 2, hein, mais sinon BAL 3, en plus de ça, BAL 3 est arrivé par textes successifs. Donc voilà, c'est des usines à gaz, on a créé des usines à gaz, et donc qui créent aussi une capture par la complexité, hein, du fait notamment des ressources modérées des régulateurs. En France, par exemple, on est en train de couper les budgets des régulateurs, alors qu'on a des alertes au Conseil de stabilité financière qui nous dit attention, il y a un excès d'endettement des entreprises et ça va mal se passer. Bon, voilà. Troisième condition pour que ça fonctionne bien, il faut de fortes asymétries d'information, c'est comme ça qu'on dit en économie, hein. Et donc, donc ça veut dire, comment dire, les informations qui sont fournies par l'industrie bancaire sont très difficilement vérifiables par quelqu'un qui est extérieur, notamment par le régulateur. Alors ça, par exemple, c'est très vrai dans le calcul du ratio de capital que les grosses banques calculent elles-mêmes, puisqu'elles calculent leur dénominateur avec leur propre modèle. Leur propre modèle, c'est des centaines de milliers de paramètres, je dis bien des centaines de milliers de paramètres,
quand elles sont très exposées sur les marchés dérivés. Comment voulez-vous que le régulateur puisse rentrer dans la boîte noire? Et d'ailleurs, il y a des travaux qui montrent la manipulation. Plus une banque est grosse, plus elle manipule son actif pondéré pour les risques. Et ça, des travaux l'ont montré, publiés dans les meilleures revues du champ. Donc, bon, voilà. Ce qui explique d'ailleurs, enfin, bon, on verra au moment de la... Sinon, j'arriverai pas. Donc, le régulateur le sait. Hein. Le régulateur le sait, a essayé de faire passer un certain nombre de choses dans ce domaine. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est un secteur qui est prédisposé à la capture. Donc, le secteur bancaire est prédisposé c'est favorable à la capture. Hein. A contrario, les autres groupes d'intérêts, c'est-à-dire ceux qui ont aussi un intérêt à ce que la finance soit stable, voilà, qu'elle finance correctement l'économie, etc., c'est qui? C'est les déposants, les épargnants, les PME, qui ne peuvent pas émettre sur les marchés, le contribuable, qui, in fine, absorbe les pertes quand il y a une crise bancaire. Ils sont beaucoup moins bien représentés et beaucoup moins organisés. Donc, ça veut dire qu'il y a un jeu d'influence qui est excessivement déséquilibré. Les autres parties prenantes ont beaucoup de mal à faire entendre leur intérêt. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas seulement... Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles il faut aussi comprendre les autres canaux de la capture. C'est-à-dire que, pour l'instant, je vous ai parlé de la capture au sens étroit, c'est ce qu'étudient les économistes, mais après crise, on a eu des travaux très intéressants qui mettent l'accent sur d'autres canaux de la capture, dans un sens plus large, et qui mettent l'accent sur les interactions sociales, sur la formation, sur l'expérience professionnelle antérieure, sur les réseaux familiaux, les réseaux sociaux, et comment tous ces facteurs agissent pour construire un paradigme pro-industrie chez les régulateurs. Donc ça, c'est très important de dévoiler ces réseaux, ces canaux de capture, parce qu'ils sont beaucoup plus diffus, ils sont beaucoup plus insidieux, et donc ils sont beaucoup plus difficiles à mettre en évidence. Pourtant, il y a des travaux maintenant scientifiques qui les mesurent, ces canaux de capture, donc qu'on appelle la capture corrosive, je vous expliquerai, la capture intellectuelle, idéologique, hein, et cognitive. Donc ce sont des réseaux de capture qui sont très protéiformes et qui, c'est pour ça que j'ai utilisé l'idée des taux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée qu'il y a de multiples canaux qui, pour beaucoup, agissent, sans même que les acteurs ne s'en rendent compte. C'est-à-dire le régulateur peut très bien être pro-industrie en étant parfaitement honnête et à la limite sans même s'en rendre compte. Je pourrais vous raconter des histoires où quand vous soulignez un certain nombre de... Vous voyez bien qu'ils se rendent compte à un moment quand vous leur dites « mais vous avez consulté qui pour ça ?» Ils vous font la liste et je dis « mais vous n'avez pas consulté ?» Et là, à ce moment-là, ils se rendent compte « mais je ne pense pas que c'est de la malhonnêteté ou de la... » C'est simplement l'intégralité du système et des canaux de capture qui sont excessivement insidieux et on va en parler un petit peu plus. Donc ces canaux sont protéiformes, certains sont très très bien identifiés, hein, les opportunités de carrière par exemple, qui là souvent provoquent une indignation citoyenne. Hein. Le cas le plus évident, ça a été le cas d'Emmanuel Barroso, hein, qui après 2 mandats à la tête de la Commission, rejoint Goldman Sachs en plein Brexit. Et donc là, vous avez même les hauts fonctionnaires européens qui ont fait une pétition en disant mais c'est inadmissible, c'est une opprobre jetée sur toute la fonction publique européenne, etc. Donc bon, voilà. Donc au bout de 2 ans, donc 2 ans pour désamorcer un carnet d'adresses, c'est un peu court quand même. Et dernier exemple en date, l'autorité bancaire européenne dont la personne qui vient d'être mise à sa tête, c'est le lobbyiste en chef de Santander. Donc, bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'achètent les grandes banques quand elles débauchent, comme elles l'ont fait, un haut fonctionnaire ou quelqu'un, par exemple, comme Emmanuel Barroso? En fait, évidemment, ce n'est pas la compétence technique. C'est évident, ce n'est pas la compétence technique. Non, ce qui est acheté, là, c'est le carnet d'adresse du transfuge, puisqu'il s'agit bien d'un transfuge, sa capacité à court-circuiter les strates hiérarchiques, à établir un contact direct avec les décideurs publics. Et ce qui fait vraiment la force de ces mécanismes, c'est que la porosité, elle va dans les 2 sens. C'est pour ça qu'on dit les revolving doors. Donc, vous avez des alternances de positions très hautes. Hein, donc, vous avez toute une zone de porosité dans des positions décisionnaires très élevées,
entre la haute banque, disons les positions très hautes dans l'industrie bancaire, et les positions très hautes, alors, dans les cabinets, dans la haute administration. Nous, par exemple, François Villeroy de Gao a préalablement fait 12 ans de sa carrière, avant d'avoir été dans la fonction publique, 12 ans de sa carrière dans une de notre plus grande banque systémique, à un poste de direction. Et d'ailleurs, à la suite et avec un SAS de 6 mois, on lui a donné une mission sur l'investissement de long terme, je crois, pendant 6 mois, avant qu'il devienne gouverneur de la... Et quand il y a eu les débats sur... le durcissement, disons, de la finalisation de Bâle III, qui correspond quand même à un durcissement, puisqu'on limite la possibilité de manipuler l'actif pondéré par les risques, c'est-à-dire le dénominateur du capital, les positions publiques de Villeroy de Gao ont été pour défendre les positions de la Fédération bancaire française, quand même. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait dit, parce qu'on a été quelques économistes à engager une pétition, c'est-à-dire à faire signer une tribune par plein d'économistes de tous bords sur cette question, en disant non, là, c'est pas possible. Tout ce qu'on a dit a été corroboré en fait par les positions ensuite qui ont été prises. Bon. Donc cette porosité va dans les deux sens. Haute responsabilité dans la banque, la haute administration, dans les cabinets ministériels. Il ne faut jamais oublier les cabinets ministériels qui sont aussi un lieu, pour la petite histoire. Quand il y a eu les débats sur la séparation bancaire, j'ai été reçue au cabinet de Ayrault, qui était le Premier ministre à l'époque. J'ai été reçue par un jeune garçon, je sais pas, une trentaine d'années, qui était là, qui s'occupait de cette question au cabinet de Ayrault, qui en fait venait du groupe BPCE, non, qui venait de Natixis, c'est ça. Donc j'en parle dans l'ouvrage, voilà, qui de toute évidence ne connaissait pas grand-chose aux questions de stabilité financière. Et puis la loi à peine passée, il est rentré au comité exécutif de BPCE ou Natixis, je ne sais plus. Enfin, il était en mission commandée. Enfin, c'est une évidence. Et des exemples comme ça, on peut les multiplier. Donc voilà. Et c'est d'autant plus facile que c'est des sujets complexes et que les politiques se font totalement enfumer. Mais vraiment totalement enfumer. Donc voilà. Et quand donc, encore une fois, c'est parce que je pense qu'il faut mettre de la chair à ce que je vous dis, sinon après, c'est pas crédible. Mais par exemple, quand j'ai été auditionnée au Sénat sur cette loi de séparation, et qui ne sépare rien du tout en France, mais vraiment rien du tout, et qui s'appelle quand même loi de séparation et de régulation. Et donc, à un moment, je dis au président de la Commission des finances, mais écoutez, bon, d'accord, vous ne voulez pas séparer, mais à ce moment-là, enlevez le titre séparation. Enfin, je veux dire, là c'est, enfin, pour le citoyen, vous l'induisez en erreur. Vous dites que vous avez fait une loi de séparation et qu'il ne sépare rien. Il faut être cohérent, il faut être honnête avec le citoyen. Et la seule chose qui m'a été répondue, écoutez madame, si ça vous déplaît, vous n'avez qu'à devenir parlementaire et vous présenter aux élections. Le niveau de débat était à ce niveau-là, quoi. Bon, voilà. Donc, et ça, c'est, enfin, je veux dire, les vidéos sont disponibles, donc voilà. Et c'est comme quand on vous dit dans une audition, vous êtes pour la séparation, mais alors vous êtes pour le modèle Goldman Sachs, quoi. En gros, vous voulez qu'il y ait des banques d'investissement qui deviennent des acteurs super. Bon, bref. Donc ces revolving doors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la face émergée seulement de l'iceberg. C'est ça qui fait que les gens disent non, là il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a un mélange des genres, quelle est la position de l'État dans cette question, etc. Mais ce n'est que la face émergée, c'est-à-dire que l'influence de l'industrie financière et bancaire, elle se fait largement sous les radars. Elle se fait sous les radars et elle passe par d'autres canaux. D'abord, des réponses convergentes aux consultations de la Commission. Alors, j'ai appris, parce que je suis justement chez les régulateurs, que en fait, certains établissements demandent à leurs clients de répondre aux consultations de la Commission en leur faisant des réponses types, c'est-à-dire qu'ils fournissent aux clients les réponses et au nom du client, la réponse se fait aux consultations de la Commission. Bon, voilà, ou des agences de régulation. Non, en l'occurrence, c'était l'ESMA, là, en l'occurrence. Le lobbying auprès des parlementaires, bon, c'est quand même pour ça qu'a été créé Finance Watch. Finance Watch, je pense que ça doit être la seule ONG qui a été créée à l'initiative de politiques. À un moment, un certain nombre de politiques en avaient tellement marre d'avoir en permanence des lobbyistes bancaires dans leur bureau sans jamais avoir l'avis sur des questions techniques, un avis contradictoire,
qu'ils ont mis de leur poche au départ pour amorcer le projet. Ils ont mis de leur poche pour amorcer le projet, ils ont payé quelqu'un qui était Thierry Philippona pour amorcer le projet Finance West, et ensuite ont obtenu un amorçage par la commission. Donc je reviendrai là-dessus. Parce que les forces du marché ne peuvent pas faire émerger, pour des raisons que je vous expliquerai, ce type d'ONG. Enfin, en tout cas, quel est un poids suffisant, une force de frappe suffisante pour essayer de contrebalancer un peu les arguments du lobby bancaire. Donc, ça se passe également donc, par le lobbying, évidemment, par des projets de loi clés en main, des amendements clés en main. Bon, ça, il y a eu beaucoup de publicité sur le glyphosate, avec les amendements Monsanto, etc. Mais c'est la même chose exactement en matière financière. Et donc, on a une culture de la connivence, parce qu'il faut appeler un chat un chat. On a une culture de la connivence entre les dirigeants politiques, la haute administration, les directions des grandes institutions financières, qui n'est pas perçue par les acteurs comme tels, parce qu'ils pensent agir pour l'intérêt général, enfin en tout cas au niveau du discours. Et ça se cristallise particulièrement dans quelque chose qui est complètement sous le radar, les comités d'experts. Donc les comités d'experts, alors ça je suis bien placée pour le savoir, puisque je suis dans un comité d'experts à l'AMF, donc je vois comment ça se passe. Et l'AMF est probablement, enfin en tout cas cette commission-là est très ouverte, et vraiment tout à fait atypique par rapport aux autres comités d'experts, mais sincèrement c'est là que les choses se passent. Et donc ces comités d'experts, donc qu'on appelle des comités consultatifs, agissent très très en amont des prises de décision publiques, agissent sur l'agenda, par exemple, des régulateurs, sur qu'est-ce qui remonte au collège, enfin bon, voilà. Et il y a des études qui ont été faites, notamment par Corporate Europe Observatory, qui est un think tank, je crois, ou une ONG, je ne sais pas, bruxelloise, et qui travaille précisément à quantifier le poids des lobbies. Et ce qu'ils ont montré dans plusieurs rapports, c'est que ces comités d'experts sont complètement noyautés par l'industrie. Il y a excessivement peu d'experts, c'est-à-dire de personnes qui sont capables d'avoir un avis éclairé, informé sur des questions techniques, qui ne soient pas issues de l'industrie. Or, ces gens existent. Donc, quelques exemples. En avril 2014, il publie un rapport qui s'appelle The Firepower of Financial Lobby, donc la force de frappe en fait, du lobby financier, où ils essayent de quantifier le poids du lobby financier à Bruxelles. Et là, vraiment, ça interroge sur le contrôle démocratique de la finance. Puisque, il faut savoir qu'il y a un registre des lobbies en Europe, à Bruxelles, mais il n'est pas obligatoire de s'y enregistrer. Donc ça veut dire que les chiffres qu'ils donnent sont très sous-estimés par rapport à la réalité. Donc c'est volontaire, et donc ça veut dire que le recensement est très compliqué en fait du poids des lobbies à Bruxelles. Et pourtant, malgré ça, les chiffres qu'ils donnent sont totalement impressionnants. Donc là, le rapport paraît en 2014, donc c'est des chiffres sur 2013. Ils ont fait d'autres rapports dont je vous parlerai après. Donc en 2013, la finance employait officiellement, c'est-à-dire ceux qui étaient officiellement recensés, 1700 lobbyistes pour 751 députés, eurodéputés, dépensaient 120 millions d'euros, donc ça c'est encore ce qui est officiel, 120 millions d'euros pour peser sur les processus d'élaboration des législations financières. Et bien sûr, ce sont des chiffres qui sous-estiment beaucoup la puissance de feu du lobby bancaire. Et cette influence, c'est ce qu'il montre très bien, agit à toutes les étapes du processus législatif, c'est-à-dire y compris sur l'agenda, donc vraiment à toutes les étapes, très très en amont des prises de décision. Ça affecte les organes consultatifs, les comités d'experts, etc. Ce constat est corroboré par un autre rapport du CEO, donc Corporate Europe Observatory, qui met l'accent cette fois-ci sur la composition des comités consultatifs de la BCE. Donc la BCE, avec l'union bancaire, s'occupe maintenant de la supervision des plus grandes banques systémiques. Et donc, ils mettent en exergue que la BCE a 22 comités consultatifs qui représentent 517 sièges. Et sur ces 517 sièges, à la date du rapport octobre 2017, 508 étaient occupés par des représentants du secteur financier.
c'est-à-dire banques, gestionnaires d'actifs, chambres de compensation, consultants en finance, etc. Donc vous voyez la place qui reste pour des experts indépendants, des académiques, des ONG, etc. Avec une surreprésentation des banques systémiques européennes qui mobilisaient à elles seules 208 sièges. Ce qu'il montre également, c'est que certains de ces comités se sont transformés en véritables lobbyistes sur certaines questions cruciales, comme par exemple la taxe sur les transactions financières. Donc des sujets importants du point de vue. Donc ça veut dire que l'accès à la décision publique au sein de ces institutions est totalement déséquilibré au profit de l'industrie financière. Donc on a une capture qui est une capture institutionnelle dans la prise de décision publique, et cette capture institutionnelle, elle est légitimée par une capture intellectuelle. Et cette capture intellectuelle, elle est portée par des écoles de pensée qui ont favorisé la déréglementation financière au nom, et c'est le problème, d'une vision totalement fantasmée de ce qu'est la finance et de ce que fait la finance, et qui continue malheureusement à avoir une place centrale dans les programmes. Alors, par exemple, l'enseignement d'auteurs comme Minsky est très très faible dans le supérieur, dans les business schools, dans toutes les instances de formation, les écoles de formation des élites, en fait, ceux qui vont nous diriger, en fait. Hein. Or, Minsky est probablement l'économiste qui, bien avant la crise, avait décrypté absolument tous les critères de la crise. Alors, il y a eu ce qu'on appelle un moment Minsky, où même ceux qui n'avaient jamais lu Minsky le mettaient en bibliographie, parce que c'était tellement évident que quand vous lisez Stabilizing and Stable Economy, qui est son ouvrage majeur de 86, tous les canaux de la crise y sont. C'est-à-dire vraiment, il nous explique absolument tout ce qui s'est passé et parce qu'il était obsédé par la crise des années 30, en fait. Il avait d'ailleurs écrit un ouvrage qui s'appelle « Est-ce que ça peut se produire de nouveau ?» Le « ça », c'est la crise des années 30. Et donc, il était considéré comme un oiseau de mauvais augure, hein, personne ne le croyait. D'ailleurs, il a arrêté de publier dans les meilleures revues au moment où... Minsky, malgré la crise, est très très peu enseigné. Ça reste très marginal dans la discipline. On a fait une étude avec des collègues, hein, une d'ailleurs que vous avez déjà reçue ici, Isabelle Coupé-Soubéran, mais également Stéphanie Serve et Yamina Tadjedine, 4 femmes, sur l'enseignement de la finance 10 ans après. Donc on a envoyé un questionnaire. À des enseignants-chercheurs en finance, en France, hein, c'était uniquement en France. Et les résultats sont absolument impressionnants, quoi, quant à l'inertie des programmes, quant à l'inertie de ce qu'on enseigne. Et ça, je pense que c'est une des choses qu'il faut faire. Enfin, je vous en reparlerai un petit peu. Un autre canal important, c'est le canal de l'identification sociale, qui joue beaucoup aussi. C'est-à-dire l'identification sociale des régulateurs au secteur régulé. Et qui est évidemment favorisée par les portes tournantes qui influent sur l'attitude plus ou moins bienveillante que l'on peut avoir quand on est régulateur à l'égard de la finance. Donc ce risque d'identification sociale, c'est un risque qui a été étayé empiriquement, notamment dans une première étude qui a été menée par des chercheurs de la Banque centrale des Pays-Bas, qui s'appellent Veltrop et Hahn, qui mettent en avant des canaux très subtils en fait, de capture qui passent par l'internalisation par les superviseurs, donc ceux qui doivent surveiller ce que fait l'industrie financière, donc les superviseurs et les régulateurs, des objectifs, des normes et des valeurs sociales portées par la finance. Et leurs résultats montrent que les superviseurs qui ont eu antérieurement des fonctions dans le secteur financier, eh bien, sont prédisposés à une plus grande identification sociale au secteur de la finance, et que celle-ci, et c'est ça qui est important, parce qu'après tout, ça pourrait ne pas avoir d'importance, mais celle-ci affecte négativement leur performance en tant que superviseur. Donc cette étude est l'une des premières qui montre empiriquement les effets pernicieux des revolving doors. Il y a une seconde étude qui a fait beaucoup de bruit, beaucoup plus que celle de Hahn et Veltrop, qui a été publiée par Mircha et Rechef en 2017. Alors, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils décortiquent les CV de banquiers centraux, donc des banquiers centraux partout dans le monde, hein, ils ont un énorme échantillon,
sur une période qui va de 1970 à 2011. Et ils mettent en avant tout un tas de résultats excessivement intéressants, donc je vous en donne juste 2 qui sont particulièrement intéressants. La proportion des gouverneurs qui ont eu une expérience professionnelle dans le privé, dans la finance, comme François Villeroy de Gao, comme Mario Draghi par exemple, est passée de 10% en 1980 à 30% en 2010. Donc une augmentation des gouverneurs de banque centrale qui ont eu une expérience dans la finance. Si cette expérience est suffisamment longue, et là il y a un point de basculement qui est entre 5 et 6 ans dans leur étude, eh bien ça a un impact très fort sur leur action en tant que banquier central en faveur de la finance. Le banquier devenu banquier central, eh bien il dérégule 3 fois plus que le banquier central qui n'a pas eu d'expérience dans la finance. Au contraire, si votre expérience professionnelle antérieure a été à la Banque des règlements internationaux, ce qui est quand même une expérience dans la finance importante, hein, ou à l'ONU, eh bien, au contraire, vous ralentissez la déréglementation. C'est-à-dire vous déréglementez moins qu'un banquier central. Donc, si vous voulez, c'est une approche plus englobante de la capture, ces études, hein, qui suggèrent l'existence de biais psychologiques, en fait. C'est-à-dire des mécanismes qui sont apparentés à ceux qu'on a dans le domaine du sport, dans l'avantage qu'il y a à jouer à domicile. Je ne sais pas si vous devez savoir que, par exemple, quand une équipe de foot se déplace et joue à domicile, eh bien, statistiquement, ça vous donne un avantage. Et pas étonnamment, mais ce qui est intéressant, c'est que dès que vous mettez de l'arbitrage vidéo, cet avantage disparaît. C'est-à-dire dès lors que la décision d'arbitrage est transparente, l'avantage disparaît. Alors pourquoi est-ce que j'utilise cette métaphore, hein? Bien, c'est parce qu'avec l'émergence d'une nouvelle conception de l'État qu'on appelle le nouveau management public, qui a accompagné la déréglementation financière, c'est-à-dire une conception de l'État où l'État confère à des agences indépendantes des prérogatives d'ordre public, de régulation, de supervision, etc., où on a un État qui est plus minimaliste, donc un État qui est moins interventionniste, et surtout un État qui importe les méthodes de gestion privée dans la sphère publique, hein, donc ça atteint la régulation, mais ça atteint les hôpitaux, enfin tout un tas de domaines. À ce moment-là, dans le domaine de la finance, la transposition de cette nouvelle conception de l'État fait que vous avez une multiplication des réunions, des conf calls, etc., entre les superviseurs et les banques. C'est-à-dire des moments où les superviseurs rencontrent toujours les mêmes personnes, en fait, rencontrent l'industrie qu'ils régulent. Hein. Donc, ces réunions sont beaucoup plus fréquentes, évidemment, qu'avec les autres parties prenantes. Et donc, ça entretient un biais du type jouer à domicile, en fait. Parce que, à quoi est-ce qu'on attribue, les études qui ont été faites en psychologie sociale qui attribuent ce biais de l'intérêt de jouer à domicile, l'avantage qu'il y a à jouer à domicile, les études montrent que c'est la pression de la foule, en fait, qui distord l'arbitrage, sans que l'arbitre s'en rende nécessairement compte, d'ailleurs. Eh bien, c'est un peu la même chose. Quand vous multipliez, vous êtes en permanence en contact étroit et en échange étroit avec l'industrie que vous régulez, et pas avec les autres contreparties qui pourtant sont intéressées à la question de la régulation de la finance, nécessairement vous créez ce type de biais psychologique, même chez des régulateurs et superviseurs qui ont les meilleures intentions du monde, hein, et qui sont parfaitement honnêtes. Mais ça biaise, en fait. Ça biaise leur jugement, ça biaise leur évaluation. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut s'inspirer du fait que l'arbitrage vidéo a supprimé le biais, cet avantage à jouer à domicile. Ça dit des choses sur le fait que si on dévoile, si on rend plus transparente, en fait, ces contacts, ça peut avoir un effet sur les biais. Enfin, cette capture intellectuelle favorise également un autre type de capture qu'on appelle la capture corrosive. La capture corrosive, ça désigne des cas, des situations où l'industrie régulée parvient à altérer, mais de l'intérieur, l'efficacité de la réglementation relativement à ce que souhaiterait faire le régulateur au nom de l'intérêt public. Et fait donc que
c'est pour ça qu'on dit corrosif, un peu comme la rouille qui... donc ça veut dire que du coup, la réglementation est moins coûteuse que ce que l'on croit pour l'industrie, et surtout moins contraignante que ce que supposerait l'intérêt général. Donc l'exemple que je peux vous donner, hein, c'est celui que je vous ai déjà cité, enfin je peux vous en donner d'autres, mais celui-là c'est certainement le plus parlant, c'est qu'à partir de 1996, les régulateurs, sous la pression d'ailleurs de grandes banques d'investissement, hein, ont délégué aux banques elles-mêmes, d'abord pour le calcul des risques de marché, puis ensuite à partir de 2004 pour le calcul des risques de crédit, le calcul du dénominateur du ratio de capitalisation. C'est-à-dire que, en fait, quand vous calculez le dénominateur, c'est comme si vous calculiez le ratio, puisque le numérateur est encore avant la crise. Dedans, vous avez des tas de titres de dette subordonnée dont la capacité d'absorption des pertes s'est révélée. Enfin bon, bref, ce n'était pas du vrai capital en gros. Hein. La plupart des banques systémiques sont rentrées dans la crise avec un vrai ratio de capital de moins de 2%, hein, ce qui explique quand même la catastrophe vers laquelle on a été. Mais donc, on a maintenant le numérateur, c'est beaucoup plus du vrai capital, mais on a laissé la délégation du calcul de l'actif pondéré par les risques aux banques elles-mêmes. Et bien là, typiquement, vous mettez au cœur de la réglementation un dispositif qui permet de ronger de l'intérieur en fait, la réglementation et de la rendre. Et d'ailleurs, les études, c'est même pas des études très sophistiquées, hein, on voit très bien que plus une banque est grosse, plus l'écart entre son levier, c'est-à-dire un ratio de capital qui ne serait pas pondéré par les risques, c'est-à-dire où on prend juste l'actif, l'actif puis des éléments du hors-bilan et on ramène ça au capital, plus la banque est grosse, plus l'écart entre le ratio tel qu'il est calculé sur actif pondéré par les risques et un ratio simple, frustre, donc capital sur actif, est important. Donc c'est un proxy frustre, hein, mais parce qu'il y a des choses beaucoup plus sophistiquées qui se font, mais c'est un premier proxy assez frustre qui montre, par ailleurs, autre chose. Il y a eu des simulations qui ont été faites, notamment par Finance Watch, hein, où vous donnez un portefeuille type à 2 grandes banques systémiques, elles font tourner leur modèle et elles arrivent à une exigence en capital qui peut aller de 1 à 3 pour un même portefeuille. Hein. Donc ça vous dire à quel point, si vous voulez, une grande discrétion est laissée aux acteurs quant au calcul en fait de leur bon. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut desserrer les taux? Donc c'est vraiment crucial d'un point de vue démocratique et ça l'est d'autant plus aujourd'hui face à l'urgence écologique et à la nécessité de vraiment réformer la finance. Donc seules des réformes et des actions multiples, il n'y a pas une mesure. Séparer les banques, par exemple, ça ne suffira pas. Il n'y a pas une mesure qui permet Il faut adopter un ensemble de mesures qui font système, hein, de manière à essayer de contrer. Donc évidemment, c'est sans souci d'exhaustivité, hein, j'en raconte beaucoup plus dans le livre, et puis là, en plus de ça, je suis obligée de faire vraiment très, très, très concis. Mais première chose, il faut agir très en amont, il faudrait agir très en amont, sur la formation, en fait, des futurs dirigeants privés et publics. Hein. Et donc, il y a un énorme chantier à engager sur le terrain de l'enseignement. Alors, par exemple, introduire beaucoup plus de diversité dans les approches théoriques enseignées à l'université et dans toutes les business schools et autres écoles qui forment nos élites. Hein. Donc, en France, par exemple, à Sciences Po, il y a quelques semaines, j'aurais dit à l'ENA, mais maintenant, je ne le dis plus puisqu'on supprime l'ENA. Enfin, toutes les écoles qui forment nos élites. Il faudrait rompre avec la vision fantasmée que véhiculent les manuels d'économie. Hein. Quand vous ouvrez un manuel d'économie, on vous dit une banque, c'est un intermédiaire qui finance l'économie, et on vous dit elle collecte les dépôts, elle recycle les dépôts pour financer les crédits. Oui, sauf que pour nos plus grandes banques, ce n'est pas ça le cœur de leur activité du tout aujourd'hui. Ce n'est plus du tout ça. Donc voilà. Promouvoir l'histoire économique et financière. Pourquoi ? Parce que chaque crise est différente, hein, mais toutes les crises ont énormément de dénominateurs communs. Par exemple, dans toutes les crises, vous avez au préalable une bulle immobilière. Quasiment aucune crise qui n'a pas été d'abord alimentée par une bulle immobilière. Et de ce point de vue, il faut commencer à s'inquiéter. Les ratios d'endettement privé, c'est également une... Donc, si vous voulez, les formes de la crise changent, mais il y a un ensemble d'ingrédients qu'on retrouve dans quasiment toutes les crises. Donc,
Si on était un peu plus cultivé en histoire économique et financière, bah, peut-être que les choses. Et puis, il faudrait donner beaucoup plus de place au niveau master, en économie, en finance, à des thématiques à très forte résonance sociale, du type finance et inégalité, par exemple. Je veux dire, on a des tas de travaux qui permettent de faire un cours sur le lien entre la finance et les inégalités. Financiarisation et gouvernance des entreprises. La financiarisation a complètement transformé la gouvernance des entreprises cotées, avec des effets ensuite de ruissellement sur les fournisseurs des entreprises cotées, etc. Financement de la transition écologique. La question des risques financiers climatiques qui sont énormes, quoi. Le lien entre finance, transition écologique et droit, la question de la justice climatique et le lien avec... Donc il y a énormément de choses et de ce point de vue, ça bouge très, très, très lentement. Et puis, il faudrait promouvoir l'enseignement beaucoup plus dans la dimension éthique, déontologique, morale presque, des techniques, des produits, des pratiques financières, de manière à essayer d'infléchir le comportement des futurs financiers. Et il ne s'agit pas d'enseigner des règles abstraites. Il s'agirait d'enseigner des cas concrets. Je veux dire, des cas concrets, on en a des tonnes, en fait. Je veux dire, décortiquer le cas Enron, décortiquer le scandale du Libor, décortiquer les multiples scandales HSBC ou dans lesquels sont impliqués la Deutsche Bank. Donc voilà, je veux dire, et mettre les gens en situation. Enfin, dernier point sur ces questions de l'enseignement, et après je passe à autre chose. Aujourd'hui, nos meilleures formations en finance, en tout cas celles qui sont reconnues comme telles, se concentrent uniquement sur les aspects mathématiques de la finance. Elles désertent la question de l'impact de la finance sur la société. Et elles promeuvent donc l'idée d'une finance qui serait une discipline scientifique. La finance mathématique serait une discipline scientifique. Or, au même titre que la biologie, si vous voulez, ou la physique, quoi. Or, le problème, c'est que cette extrême spécialisation technique, la technique est perçue comme neutre. Vous voyez, pour les étudiants, on leur apprend des techniques financières, ceux qui font de l'ingénierie financière notamment. La technique est perçue comme neutre, et donc ça déresponsabilise considérablement ceux qui le font. Ce qu'il faudrait expliquer, en fait, c'est que la finance mathématique ne se contente pas de décrire le monde, la finance mathématique fait le monde. C'est le problème de la performativité. La finance a changé par la mathématisation de la finance, en réalité. Et donc, il faudrait promouvoir des pratiques beaucoup plus réflexives, c'est-à-dire où on s'interroge sur nos propres pratiques. Et le problème, c'est que le fait que ce soit la finance mathématique qui soit le type de formation les plus prestigieuses, eh bien, évidemment, ça alimente le scientisme. C'est-à-dire que une trop grande confiance est accordée au modèle mathématique, notamment au modèle mathématique du risque, et aux modélisations qui les fondent. Or, les modélisations qui les fondent, c'est une certaine vision du monde, notamment une vision où le risque n'est pas endogène. Or, le risque est endogène. On a des modèles qui sont utilisés, qui sont un peu les mêmes modèles, si vous voulez, comme je ne pense pas que vous êtes un public de spécialistes, je vais prendre une métaphore. Les modèles qu'utilisent les financiers, c'est des modèles qui ressemblent au modèle de la météo. Je vous explique. Si on vous dit demain, il va pleuvoir, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes adverse au risque, vous allez prendre un parapluie Mais ce n'est pas parce que vous aurez pris un parapluie qu'il va pleuvoir. C'est parce qu'il y a des forces qui vous dépassent largement, qui sont des forces naturelles, qui font qu'il va pleuvoir. En finance, ce n'est pas comme ça que ça marche. En finance, si tout le monde prend son parapluie, il ne va pas seulement pleuvoir, ça va être le déluge. Vous voyez, ça veut dire que c'est les comportements de protection contre les risques qui amplifient les risques. C'est ce qu'on appelle le risque endogène. Le risque systémique, ce n'est pas la somme des risques individuels. C'est le fait que face à une montée de la perception des risques, les acteurs modifient leur comportement et cette modification des comportements amplifie les risques. Donc des comportements rationnels au niveau individuel de protection des risques de la finance créent des risques d'autant plus forts. Ça, ce n'est pas du tout appréhendé dans les modèles
qui servent notamment à calculer le capital des banques. Et le capital des banques, c'est ce qui nous protège contre l'insolvabilité des banques et qui protège donc contre le risque énorme que présenterait le défaut d'une de nos grandes banques systémiques. Donc, la finance mathématique est atteinte de dérives scientistes, ça me semble une évidence, hein, et marquée de l'illusion que tout est contrôlable par le calcul. Or, tout n'est pas contrôlable par le calcul, et la crise des subprimes en a été. Et à chaque fois, on vous dit, mais cette fois-ci, c'est différent. Non, rassurez-vous, cette fois-ci, on a compris, on maîtrise, c'est différent. Et surtout, c'est très compliqué, donc vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. C'est toujours le discours qui est... Mais à ce moment-là, qu'on mette face à ces gens qui prennent ce genre de décisions, des gens qui sont capables de décrypter, en fait. Voilà, bon, bref. Autre proposition, lutter contre les portes tournantes. Donc, une solution radicale, ça serait de proposer que des allées simples. Vous êtes dans la haute fonction publique, vous allez aller dans la banque, pas de problème, et vous ne revenez pas. Donc voilà, c'est une solution radicale, hein, qui pourrait être efficace, hein, mais il y a d'autres solutions plus nuancées qui pourraient également être efficaces. Hein. Une première option, d'ailleurs qu'on avait développée dans un rapport Terra Nova sur conflit d'intérêts, nouvelles frontières de la démocratie. Une autre solution, ça serait de dire quand un haut fonctionnaire va pantoufler dans la banque, donc par exemple en France, un haut fonctionnaire va pantoufler dans la banque, admettons monsieur Villeroy-de-Gao va pantoufler dans la banque, et puis il veut revenir dans la fonction publique. Ben à ce moment-là, pas de problème. Il peut revenir, mais il ne revient dans aucun secteur qui a un quelconque lien avec le secteur de la finance, c'est-à-dire ministère de la Culture, ministère du Travail, ministère de l'Agriculture, enfin ce qu'il veut, quoi, mais certainement pas ni au Trésor, ni à la CPR, ni à la Banque de France, ni à l'AMF, dans aucun des... Donc voilà. Et ça va très bien avec l'idée, il faut mixer les compétences, il faut créer ce va-et-vient, etc. Bon, voilà. Donc ça serait également une option. Hein. Et puis, ou alors, avoir des délais de viduité, c'est-à-dire des délais entre les deux fonctions qui soient beaucoup plus longs que ce qu'on a. C'est-à-dire l'idée, ça serait, si on veut désactiver les carnets d'adresses, bah, il ne faut pas que ce soit 2 ans comme pour M. Barroso, quoi. Et notamment pour essayer d'affaiblir les mécanismes d'identification sociale. Autre proposition qui me semble très importante, ouvrir les espaces de décision et assurer la traçabilité de la décision publique. Comme je vous le disais, en Europe notamment, puisque ici on est vraiment, voilà, on a des élections européennes et puis le Luxembourg est une place très importante pour la finance, on a un déficit démocratique très important sur la manière dont sont prises les décisions, hein, et en raison de l'emprise des lobbies financiers. Hein. Et ça appelle, si on veut desserrer l'emprise, une refonte très importante, très en profondeur, de comment fonctionne le Conseil européen, comment fonctionne la Commission européenne, comment fonctionnent tous les comités d'experts. Et parce que c'est là que, très en amont, on façonne les règles, en fait, les réglementations et les lois européennes. Bon. Donc, il faut évidemment aller voter ce week-end. Mais enfin, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Les parlementaires européens, ce n'est pas eux qui ont l'agenda. Alors, ils ont eu des grosses victoires. Hein. Sur la pêche électrique, par exemple, c'est fantastique. Mais il faut une très forte pression de la société civile. Hein. Et s'il n'y avait pas eu Bloom pour la pêche électrique, voilà, il n'y aurait pas eu... donc, il faut une très forte pression. Et les parlementaires peuvent les relayer, mais ils n'ont pas l'agenda en main, quoi. Bon, bref. Donc en finance, c'est pareil. Il faut une très forte pression de la société civile pour pousser les parlementaires à amender un certain nombre de projets, etc. Bon, bref. Ou à faire venir à l'agenda un certain nombre de choses. Bon, bref. Donc il faut, en fait, ce qu'il faudrait, c'est arriver à insuffler, et il y a des réformes institutionnelles pour ça, insuffler une véritable culture des conflits d'intérêts, hein, dans toutes les institutions européennes. On est très loin. C'est un chantier énorme. Il faudrait promouvoir la traçabilité de la décision publique. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on prend une décision publique, enfin, je ne suis pas dans un monde de bisounours, hein, je sais très bien que quand on prend une décision publique, il y a des perdants, il y a des gagnants. Mais il faut dire sur la base de quel argument on a pris la décision. S'il est perdant, il faut les compenser ou pas. Donc, je veux dire, actuellement, les décisions se prennent dans la plus grande opacité. Donc, quels intérêts ont été entendus? Donc, ça veut dire que le registre du lobbying doit être public. Et qu'on doit non seulement savoir qui est inscrit sur le registre, mais qui il reçoit,
combien de temps, de quoi ils ont parlé, dans quelles circonstances, quels arguments ont été avancés. Quand ce sont des arguments faux, parce que très souvent le lobby financier donne des arguments faux. Enfin, moi, c'est un peu technique, mais par exemple, nous, sur la séparation bancaire, et alors c'est là où on voit, quand vous donniez un argument à l'exécutif, le lendemain, même pas, vous aviez le contre-argument, donc ça veut dire qu'il y avait eu des coups de téléphone pour savoir si c'était vrai ce qu'on leur disait, etc., et qui souvent étaient faux. Par exemple, le fait de séparer les activités, un argument qu'a gobé le Trésor public français, enfin, volontaire, enfin, je pense, je ne sais pas si, enfin, bref, c'est le fait que ça allait renchérir le coût de la dette. Pourquoi? Eh bien parce que les spécialistes en valeur du Trésor, les market makers, ça allait être des grandes banques étrangères maintenant. Bah, regardez la liste des spécialistes en valeur du Trésor en France, la moitié c'est des banques étrangères déjà. Ça n'a aucun impact. L'impact sur le coût de la dette, c'est pas qui fait le market making, évidemment. Mais ça a été un argument qui a été mis en avant. Non, le market making, c'est très très différent de la spéculation pour compte propre, alors que franchement, il n'y a que la finalité qui est différente. Bon. Donc ça ne peut être expliqué que si quelqu'un qui comprend quelque chose à la finance, quoi. Et s'il n'y a personne d'autre qu'un expert financier, ben, un politique qui n'est pas un spécialiste de la finance, il gobe. Enfin, je veux dire, et ils ont tellement peur du renchérissement de la dette publique qu'ils acceptent ce type d'argument. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut rééquilibrer les forces en présence. Simplement rééquilibrer, ça change les choses considérablement. Quand vous avez dans un comité d'experts des gens qui sont capables d'apporter des contre-arguments techniques à ce qui vous est dit en face, ça change totalement la vision du régulateur. Donc, ça veut dire que il faut des chercheurs indépendants, des académiques, il faut des ONG, il faut des syndicats, il faut des associations de consommateurs, des investisseurs, etc. Et les nominations doivent être transparentes. Je veux dire, quand vous êtes nommé dans un comité d'experts, je sais, moi, on m'a téléphoné, donc je sais comment ça se passe. C'est vraiment de la cooptation. Donc, ce n'est pas un appel, on ne le fait pas sur le nom des compétences, je ne devrais pas dire ça, parce que mais on ne le fait pas toujours au nom de la compétence. Donc il y a un problème d'équité, là, fondamental de l'accès à la décision publique, et donc il faudrait promouvoir des consultations publiques plus équilibrées. Donc, par exemple, je sais pas, quand j'avais été auditionnée au Sénat, d'abord, j'étais la seule femme, mais ça, ce n'est pas étonnant dans le secteur de la finance. Mais j'étais la seule à défendre une position qui était pro une vraie séparation. Je n'avais à côté de moi que le régulateur qui était sur les positions de l'industrie, plusieurs représentants de grandes banques systémiques et le Trésor public qui avait déjà... Donc, je veux dire, c'est complètement déséquilibré. C'est un simulacre de démocratie. Et d'autant plus qu'en réalité, tout se passe en amont, puisqu'avant, on a des consultations privées, en réalité, entre guillemets, où on vous demande... Donc, bon... Autre proposition qui va avec celle-ci, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas ouvrir les espaces de décision et ouvrir les comités de consultation publics, enfin les comités d'experts, si on ne subventionne pas les ONG massivement. Je m'explique. Pour pouvoir ouvrir les espaces de décision, pour que, effectivement, il n'y ait pas que les intérêts de la finance qui soient représentés dans les comités d'experts, il faut absolument subventionner le contre-lobbying technique, c'est-à-dire ceux qui représentent les intérêts de la société. Ceux qui produisent des études techniques qui sont capables de contrer le lobby bancaire. Et eux sont tout à fait sous-financés. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on devrait financer ces actions-là? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être laissé au marché et aux contributeurs? La raison est très très simple, et il n'y a pas besoin d'être un expert économique pour le comprendre. Quand les lobbyistes dépensent des sommes folles pour alléger les réglementations, s'ils parviennent à leur fin, ils captent immédiatement les intérêts, c'est-à-dire ça augmente leur rentabilité. Vous voyez, ils peuvent dépenser des sommes folles, mais le retour sur investissement est considérable. Si une ONG se bat et parvient, par exemple, à interdire le glyphosate, ou parvient, par exemple, à avoir des réglementations financières qui nous protègent plus, que vous et moi, on ait financé l'ONG, on en bénéficiera. Donc on n'a pas intérêt forcément à la financer. C'est tout le problème du passager clandestin. C'est-à-dire que c'est pour ça que les ONG sont sous-financées.
Finance Watch, Better Finance, etc. sont sous-financés. Pourquoi? Parce que s'ils gagnent leur combat, on en bénéficie tous, qu'on ait financé l'ONG ou qu'on ne l'ait pas financé. C'est précisément pour ça que les impôts sont obligatoires. Parce que si on nous demande à tous, combien vous êtes prêts à payer là, pour avoir une défense nationale qui nous protège quand même, je sais pas, contre le terrorisme ou qui nous protège, enfin voilà, combien vous êtes prêts à payer pour qu'on fasse nos routes, etc. Chacun sous-estimera ce qu'il est prêt à payer, et c'est parfaitement rationnel, puisque de toute manière, on ne peut pas nous exclure. Que vous payiez des impôts sur le revenu ou que vous ne payez pas d'impôts sur le revenu, vous bénéficiez de la défense nationale, vous bénéficiez du fait que les routes sont financées sur fonds publics. Donc ça, c'est un problème de free riding de base. Vous voyez, c'est la disjonction entre les intérêts privés et l'intérêt collectif qui fait que dans le cas des lobbies financiers, il y a un parfait alignement. Donc il n'y a pas de problème, besoin de subventionner quoi que ce soit, puisque de toute manière, ils en captent les bénéfices. Mais vous et moi, on capte les bénéfices des combats des ONG, mais on ne les finance pas. Donc il faut que ce soit, pour que le décideur public ait une parole technique autre que celle, il faut que ce soit financé par l'impôt, en réalité une partie. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, Finance Watch n'aurait jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu un amorçage par la Commission. Il faut en finir avec la déresponsabilisation des élites financières délinquantes. Pourquoi? Bien parce qu'en dépit de l'indignation citoyenne à chaque fois qu'il y a un scandale financier, en dépit de la stigmatisation médiatique à chaque fois qu'il y a un scandale financier, ces déviances sont très rarement sanctionnées pénalement, quasiment jamais sanctionnées pénalement. Pourtant, les préjudices financiers sont souvent beaucoup plus importants que des atteintes à la personne physique. Il y a un traitement totalement différencié des illégalismes, en fait, entre les atteintes à la personne physique et ce qu'on peut appeler de la délinquance en col blanc. Pourquoi? Ben, probablement parce qu'il y a une distance à la victime. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous faites de la délinquance en col blanc, quand vous allez spolier finalement, par exemple, vous faites de l'évasion fiscale, par exemple, ou vous spoliez la société dans son ensemble, vous voyez, il y a une grande distance entre vos faits et la victime. Ce qui est très différent quand vous arrachez le sac d'une grand-mère, où là, immédiatement, vous voyez. Et donc, il y a une espèce de déni collectif. Hein. Le crime gagne en abstraction. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette nouvelle conception de l'État, le néolibéralisme, on a eu une dépénalisation de la vie des affaires. Cette dépénalisation de la vie des affaires a affaibli les défenses immunitaires des sociétés face à la délinquance en col blanc, tout en créant des conditions de développement de cette délinquance en col blanc. Hein. Or, et là, c'est pour ça que le droit pénal doit absolument être réactivé pour cette délinquance en col blanc, c'est-à-dire que pour re-responsabiliser ceux qui prennent les décisions. Pourquoi? Parce que le droit pénal, dans une société, ça a une fonction symbolique très forte. Vous voyez, entre la correctionnelle et le pénal, vous allez au pénal quand vraiment vous avez dépassé une ligne jaune, c'est-à-dire que votre comportement déviant porte atteinte en fait à la cohésion de la société, à la cohésion sociale. C'est pour ça qu'un meurtre, par exemple, ça relève du pénal, vous voyez. Donc cette frontière-là est très importante. Si vous ne pénalisez pas ces comportements, c'est que implicitement la société les admet et les tolère. Et ça, je pense que c'est un des symptômes très puissants, enfin très forts de l'emprise de la finance sur la société. Ça alimente la défiance populaire, le sentiment du deux poids, deux mesures, sentiment dont on ne peut pas dire qu'il soit injustifié. En réalité, vous dépassez la ligne jaune et vous portez un préjudice de quelques milliers d'euros, vous n'allez pas du tout avoir le même traitement que si vous avez un comportement qui conduit à léser la société de milliards d'euros. Hein. Et donc, ça alimente le ressentiment populaire contre des élites financières. Ça nourrit donc ce deux poids, deux mesures. Ça nourrit un sentiment d'impunité. Et malheureusement, je pense que ça alimente considérablement le populisme sous toutes ses formes. Et donc, ça ronge la démocratie de l'intérieur. Enfin, c'est... quand la personne morale s'acquitte d'amendes, et on vous dit toujours c'est des amendes considérables, regardez BNP Paribas, ce qu'elle a payé pour...
Enfin, quand même, dans ce qu'a fait BNP Paribas, il y avait le financement d'un État génocidaire. Enfin, vous voyez, c'était pas, je ne parle pas de Cuba, là. Mais ça déresponsabilise ceux qui prennent les décisions de contourner un certain nombre d'embargos, etc. Bon. Donc, je pense qu'il faut aller vers des sanctions beaucoup plus personnelles, y compris des interdictions d'exercer, hein, et qui ne doivent pas uniquement être données par des autorités indépendantes. J'ai terminé. Dernier élément, enfin en réalité j'aurais plein d'autres choses à dire, mais dernier élément, séparer les activités de banque commerciale et de banque de marché. Hein. Le monde de la banque et de la finance est devenu excessivement complexe. Cette complexité est une entrave majeure à sa régulation et à son contrôle. Et cette complexité, elle touche tant et elle est entretenue volontairement par le secteur financier, hein, par le jargonnage enfin. Vous voyez, c'est facile quand on parle qu'avec des acronymes d'enfumer complètement son... mais moi, je vous explique très facilement ce que c'est qu'un CDO, ce que c'est qu'un CDO carré. Vous voyez, si je vous dis un CDO carré, je suis sûre que vous ne comprenez pas, mais je peux vous expliquer ce que c'est qu'un CDO carré et pourquoi on est incapable de mesurer les risques. Vous voyez, et le problème, c'est que la finance ne fait que ça. Donc, il y a la complexité du jargonnage, des pratiques, des produits qui sont utilisés, puis il y a la complexité des structures de groupe. Complexité des structures de groupe qui fait que le régulateur n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui va se passer si vraiment j'interviens et de manière un peu vive, disons, dans la structure d'un groupe et quels vont être les effets en chaîne. Et donc, c'est pour ça qu'il faut séparer les activités. Les banques, elles grossissent toujours par leurs activités de marché. Elles grossissent jamais par leurs activités de banque de détail. Plus une banque est grosse, moins elle finance en proportion de son bilan, l'économie. Plus elle est exposée aux risques de marché, c'est-à-dire aux risques systémiques. Plus elle est perclue de conflits d'intérêts, parce que c'est dans la banque de financement qu'il y a les conflits d'intérêts. Et plus, en fait, elle est subventionnée. Parce qu'en fait, les agences de notation, vous savez, elles donnent deux notes. Elles donnent une note qui tient compte de la garantie publique et une note qui ne tient pas compte de la garantie publique. Plus une banque est grosse, plus le nombre de notches, de crans, entre ces deux notations est importante. Or, à quel taux se financent les banques systémiques ? Au taux qui correspond à la notation avec soutien public. Donc, elle se soutient à un niveau de risque équivalent, si vous voulez. BNP Paribas se finance beaucoup moins cher que le crédit coopératif, par exemple. À niveau de risque. Or, les risques qu'elle porte, en réalité, sont beaucoup plus importants. Mais les marchés considèrent que, de toute manière, ils vont être couverts. Donc, si vous voulez, ça crée des distorsions considérables dans la finance. Donc je pourrais développer, parce que genre ça c'est un sujet, mais je vais m'arrêter là pour laisser place à la discussion. Merci de votre attention. Marche, oui. Alors comme d'habitude, pour ceux qui souhaitent poser des questions, vous préférez des questions par trois ou individuelles ? Moi ça m'est égal. Vraiment, ok, bon, on verra alors en fonction du nombre de doigts levés ou des commentaires. Par rapport à l'actualité, aux élections européennes. On s'est surtout intéressé évidemment à ce qui se passe à Bruxelles, puisque c'est là, au niveau de Bruxelles, que ça va se passer pour l'Europe en tout cas. Oui. Vous nous avez dit d'aller voter. Est-ce qu'il y a, du moins en France, des partis politiques qui proposent de mettre cette finance au service des citoyens ? Ne serait-ce que les Gilets jaunes. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une très forte différenciation entre les positions relatives à la finance et relatives à la transition écologique entre les différents partis. Il y a une étude qui a été faite par Finance Watch qui a décrypté et qui a analysé les programmes des partis politiques, pas seulement français d'ailleurs, je crois. Enfin, moi, j'ai lu la partie sur la France. Et notamment, en regardant, ce qu'ils ont aussi fait, c'est regarder quelles ont été les positions qu'ils ont prises lors de la dernière mandature et regarder quel est dans leur programme. Donc, très clairement, les partis de gauche et verts sont beaucoup plus sensibles aux questions relatives à la régulation de la finance. Voilà. Pour le Luxembourg, je peux compléter parce qu'on a fait à Ethica un petit sondage justement sur la base d'une campagne européenne qui a été lancée par Change Finance et Finance Watch. Et ça se traduit aussi pas de cette manière, c'est-à-dire que les seules listes dont les 6 candidats, parce que vous savez que chaque parti politique présente 6 candidats à Luxembourg pour Bruxelles,
c'était le parti d'Eigreng et d'Eilenk, dont on peut d'ailleurs retrouver effectivement dans les professions de foi de ces partis, donc une remise en cause claire de la puissance du lobby bancaire. Sinon, il y a d'autres candidats, d'autres partis en lice qui ont signé, mais c'était toujours sur des candidats en position non éligible. Donc voilà, au moins les choses sont assez claires aussi au Luxembourg, quoi. Je suis journaliste au Luxembourg et je couvre les sujets économiques. Donc je vais chez les banques, banques privées, fonds d'investissement, etc. Et là, régulièrement, en ce moment, c'est oui, un ralentissement de l'économie. Quand est-ce que la prochaine crise va arriver? Et c'est dit comme si c'était quelque chose d'inévitable. Bien sûr. Voilà, on va y arriver, on ne sait pas quand, mais on y va. Et c'est dit dans un calme olympien, tout va bien. Donc, moi, je suis... Non, en l'occurrence, ils ont raison. Hein. Oui, ils ont raison. Pour une fois, ils ont raison. Ils ont raison, mais comment ça se fait qu'ils sont aussi calmes? Parce que eux, j'imagine qu'ils prennent pas de risques dans cette histoire, ou qu'est-ce qui fait qu'ils ne remettent pas en cause cet état de fait qu'il y a des crises régulières et que c'est un cycle. Donc, voilà. qui est des crises régulières? Donc c'est quand je parlais de Minsky tout à l'heure, un auteur post-keynésien, mais en fait, je veux dire, on connaît très bien les ressorts de l'instabilité, qui est une instabilité intrinsèque de la finance. C'est-à-dire que la finance est un secteur qui ne peut pas être laissé à lui-même, et dès qu'il est laissé à lui-même, et ça on le voit dans l'histoire longue, le scénario de la crise des années 30, c'était un scénario qui ressemblait énormément au scénario qu'on a connu là. La finance est soumise à des vagues d'euphorie, et puis ensuite à des vagues de dysphorie assez systématiques. Et dans ces périodes d'euphorie, en fait, vous avez une sous-évaluation massive des risques par tout le monde, par tous les acteurs. C'est ça qui est dramatique, à la fois par les prêteurs, par les emprunteurs. Alors, les emprunteurs, ils se sentent, les emprunteurs, ils se sentent plus riches parce que, notamment s'ils achètent un bien immobilier, par exemple, ou des actifs financiers, comme on est dans la période d'euphorie, les prix montent, etc. Donc ils se sentent plus riches. Généralement, cet actif, il sert de garantie au prêt. Donc ceux qui prêtent, ils se sentent protégés, puisque c'est exactement ce qui s'est passé dans les subprimes. Donc on prête plus facilement, donc on ne discrimine pas beaucoup entre les emprunteurs, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une procyclicité, en économie on dit une procyclicité de la perception des risques. Et puis jusqu'au moment où on arrive au point culminant de où là, généralement il y a un fait déclencheur, par exemple dans la crise des subprimes, ça a été la remontée des taux d'intérêt aux États-Unis. Et là, à ce moment-là, on tombe sur des mécanismes amplificateurs, mais qui vont complètement dans l'autre sens, où là, les marchés ne discriminent plus entre les bons et les mauvais, on rationne tout le monde, donc y compris des acteurs qui sont solvables vont faire faillite. Donc on sait très bien comment ça fonctionne, on sait très bien que c'est lié à l'excès d'endettement, pour autant, mais ça traduit effectivement l'emprise de la finance, on n'a pas pris les bonnes mesures. Je veux dire, je le disais un petit peu en off tout à l'heure, c'est, la fenêtre de tir après la crise pour réformer vraiment. Moi, j'y ai cru. Moi, j'ai cru qu'on allait vraiment réformer. J'étais naïve. Bref. Elle a été excessivement courte, quoi. Je suis sidérée à la vitesse à laquelle le lobby bancaire et le lobby financier a réussi à reprendre la main sur... Et ce qui est très étonnant, parce que finalement, les ressorts de la crise sont à peu près la même que celle des années 30 aux États-Unis. Pendant les années 30 aux États-Unis, la question des conflits d'intérêts, des banksters, ce qu'on appelait elle a été centrale et ça a été la principale justification à la séparation des activités bancaires. Avec le même cocktail, aujourd'hui, on arrive à des solutions vraiment très soft, très... Je pense que c'est très lié à la capture intellectuelle, au fait que cette crise est arrivée... Alors, il y a eu plein de crises avant. Cette crise, si elle est aussi violente, si elle a été aussi violente, et la prochaine... c'est bien parce qu'on a eu d'abord des crises... vous voyez, on a eu la crise, la crise asiatique, la crise russe, avant il y avait la crise mexicaine, etc. Et la manière dont on a géré les crises, en fait, a conforté le secteur financier. Donc généralement, on l'a fait pour que les pertes ne soient pas assumées par le secteur financier. Par exemple, après la crise, sur les nouvelles technologies, la crise Enroll, WorldPol, etc.,
Enron, WorldCom, Parmalat, etc. Donc on a maintenu des taux d'intérêt très bas très longtemps. Et donc on a laissé se développer une bulle encore plus importante. Et maintenant, les banques centrales ont inondé, en fait, justement pour permettre au système financier de se rétablir. Les banques centrales ont été au plus loin qu'elles peuvent aller en termes de taux d'intérêt. Elles ne peuvent pas les baisser plus, quoi. Elles ne peuvent pas les baisser plus pour une raison simple, c'est qu'il y a toujours... Si vous baissez plus les taux d'intérêt, tout le monde va se rabattre sur le cash, quoi. On est déjà dans une trappe à liquidité. Si les facilités de dépôt des banques à la Banque centrale descendent à plus bas que moins 0,4, c'est simple, hein, je veux dire, à ce moment-là, elles garderont des réserves de cash, quoi. Ça fera pas repas. On est vraiment dans la trappe à liquidité en ce moment. Et donc, elles ont perdu une grande partie de leur capacité d'action, quoi. Et donc, moi, je vois qu'une chose, hein, si on a une crise majeure, il va bien falloir qu'on se résolve à un tabou, hein, c'est restructurer les dettes. Restructurer les dettes publiques, et pas seulement de la Grèce cette fois-ci, hein, parce qu'on sera tous dans le même bateau, quoi. Mais restructurer les dettes, il faut voir ce que ça veut dire, hein. Restructurer les dettes, c'est comment on partage les pertes. On a tous ceux qui ont un plan, soit une assurance vie, en France on a des assurances vie, etc. Tout le monde, si on essaye d'organiser sa retraite ou son épargne et que c'est en produits financiers, a des titres de dette publique dedans, hein. Donc il faut bien être clair, hein, les pertes, ça sera pour vous et moi, hein, pas... Alors il y aura des pertes qui... Donc c'est très très compliqué après comment on gère ça, hein, surtout si on le gère à chaud. Si on le gère à froid, les choses sont un peu différentes, hein. On a une certaine expérience des restructurations de dette, hein. On a fait ça notamment pour des pays émergents, etc. Mais si c'est à chaud, c'est très compliqué. Donc, et puis, on a un vrai risque d'éclatement de la zone euro, hein. Si on a une nouvelle crise financière en Europe, on a un vrai risque d'éclatement de la zone euro. En même temps, on a toujours avancé au bord du gouffre, quoi. Le seul moment où on fait des avancées, c'est au bord du gouffre. Donc, ça sera peut-être le seul aspect positif s'il y a une crise. Exactement, exactement. En Europe, par exemple, l'union bancaire, on ne l'a pas finalisée, mais le seul moment où on a accepté de faire ce pas vers un peu plus de fédéralisme au niveau justement de la supervision, c'est quand vraiment les dirigeants européens se sont rendus compte que là, c'était plus juste une crise à dette souveraine, mais qu'il y avait un risque pour la zone euro. C'est juste ça qui leur a fait franchir le pas. Et puis dès que ça s'est calmé un peu, le troisième pilier, on n'a pas avancé, quoi. On n'a toujours pas de backstop fédéral, hein. Si on a une grande banque européenne qui est en défaut, c'est toujours les États nationaux qui sont à la manœuvre, hein. Les assurances dépôts sont toujours pas fédérales, hein. Donc ça veut dire, faut bien voir ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire qu'un euro en Grèce, ça vaut pas un euro dans une banque grecque, ça vaut pas un euro dans une banque allemande, hein. Pourquoi? Parce que la Grèce, on n'est pas sûr qu'elle soit capable d'assurer ses dépôts en cas de crise systémique. L'Allemagne, on est sûr que oui. Donc clairement, on a une monnaie qui n'est pas complète. Tant qu'on n'aura pas une assurance dépôt fédérale, on a fédéralisé la monnaie centrale, on n'a pas fédéralisé la monnaie bancaire, puisque ce sont toujours les États-nations qui doivent renflouer les banques. Or, la situation budgétaire des différents pays en termes de dette publique est très différenciée en Europe. Donc, pas plomber l'ambiance, mais qui ne doit pas déjà être... Mais il n'y a pas une union bancaire dans l'histoire qui a fonctionné qui a perduré sans budget fédéral. Voilà. Okay. D'autres questions, commentaires? Oui. Moi, j'avais deux petites questions. En fait, une déjà sur les banques que vous appelez systémiques. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre au niveau des rapports de force entre les gouvernants et les banques systémiques, dans la mesure où elles ne peuvent pas s'effondrer? Du coup, dans tous les cas, c'est l'État et par indirectement le contribuable qui rattrape je sais pas, je pense aux Sociétés Générales, puis à d'autres scandales. Bien sûr. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. C'est le nœud du problème est là, c'est-à-dire que vous êtes face à des acteurs privés. Vous avez aussi un peu ça, enfin moins ça, mais vous avez fait cette face à des acteurs privés qui ont un poids tel qui lie les mains des États quant à ce qu'ils peuvent faire. Les États ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais pourtant, il y avait une fenêtre de tir. C'est-à-dire, on aurait pu vraiment séparer les activités. Ça a été en France, par exemple, ça a été une divine surprise pour les banques de voir qu'on ne séparait pas les activités. Moi, j'ai eu accès aux slides de BNPP, de préparation de la séparation des activités. Jusqu'au bout, ils ne savaient pas en réalité. Alors, ils ont agi très en amont, hein. Il y a eu un très bon bouquin qui a été fait
par De Tricorno, Thépeau et je ne sais plus le troisième, qui s'appelle « Mon ami, c'est la finance », qui explique en France comment ça s'est passé et comment les lobbies ont concrètement agi très très en amont de la décision. Mais quand il y a eu le discours du Bourget de François Hollande, qui quand même a eu un impact sur son élection, hein, moi je faisais partie des gens à Terra Nova qui lui avaient envoyé des notes off. Notamment à un moment où on pensait qu'il pouvait y avoir une grande banque systémique en 2011 qui ferait faillite, et donc on faisait un scénario, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, il y a prescription, maintenant je peux en parler, donc on s'était réunis un dimanche à Terra Nova, et il y avait plein de banquiers qui étaient là. Et donc on essayait de discuter sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, hein, si on avait une grande banque systémique qui ferait défaut en Europe. Et puis à la fin, il y avait donc Jean-Pierre Jouyet qui était là, qui dirigeait l'AMF, l'autorité des marchés financiers à ce moment-là. Et à un moment, il dit « mais puisque j'ai autant de banquiers autour de la table, je vais vous poser la question, hein, que je pose à chaque fois que je vois un banquier. Alors, est-ce qu'il faut séparer les activités ?» Donc, à l'époque, il y avait déjà le plan Vickers Royaume-Uni, hein, qui proposait de séparer les activités. Et on fait un tour de table, et tout le monde dit « il faut séparer les activités », y compris les banquiers qui étaient là, hein. Et Jouyet dit, mais je ne comprends pas, on me dit c'est trop compliqué, on n'y arrive pas. Et là, vous avez le dirigeant de Santander, qui maintenant dirige Euronext, et qui dit, mais enfin, mon pauvre Jean-Pierre, on t'en fume, bien sûr qu'on peut séparer les activités, bien sûr qu'on doit séparer les activités. Et puis, quelques jours après, donc on fait un compte-rendu de ce truc-là, qui passe aux équipes de Hollande, mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'en fait, ils faisaient travailler en même temps d'autres équipes, et notamment les équipes de Macron, sur les mêmes questions. Et il y a le discours du Bourget. On a cru, moi j'ai cru qu'on était entendu, quoi. Franchement, j'ai cru qu'on était entendu, parce qu'on terminait la note en disant oui, il faut séparer les activités. La note n'était pas là-dessus, la note était qu'est-ce qu'on fait s'il y a une. On termine à un horizon plus long que l'urgence d'une crise systémique, il faudrait séparer les activités. Et puis il y a le discours du Bourget. Je pense que tout le monde y a cru à ce moment-là. Sauf que dès le discours fait, les lobbies se sont activés en sous-main, mais avec une pression énorme. Et ça, c'est très bien retranscrit dans le bouquin « Mon ami, c'est la finance », qui a fait une enquête très poussée de comment les choses sont faites. Donc oui, la réponse est oui. D'accord. Et qu'est-ce que les banques ont à perdre finalement en séparant Les banques ont énormément à perdre. Les banques ont énormément à perdre. D'abord parce que si on séparait les activités, ça dégonflerait automatiquement la sphère financière. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, elles bénéficient de la garantie publique parce que au sein des banques systémiques, il y a la banque de détail. Or, la banque de détail, elle offre des services où il n'y a pas de substitut, si vous voulez. Vous voyez, vous pouvez faire des activités de marché en dehors des banques. D'ailleurs, l'activité de marché, ce n'est pas une spécificité de l'activité bancaire. La spécificité de l'activité bancaire, c'est collecter des dépôts et octroyer des crédits. Les banques systémiques, ce sont des banques qui hybrident des fonctions de finance et des fonctions de banque. Mais du fait qu'elles ont les activités bancaires dans leur sein, elles bénéficient de la garantie publique. Et donc, du coup, elles grossissent, le fait de bénéficier de la garantie publique, c'est ce que je vous expliquais dans les histoires de notation, font qu'elles grossissent par leurs activités de marché. Et donc, plus elles grossissent, plus elles lient les mains des États, en fait. Mais elles grossissent parce qu'elles bénéficient de la garantie publique. Et c'est également cette partie de la banque qui a des relations étroites avec ce qu'on appelle le shadow banking. Parce que le lobby bancaire vous dit toujours, attention, si vous nous réglementez trop, vous allez faire grossir le shadow banking, donc c'est-à-dire la finance de l'ombre. En fait, ce qu'elles ne disent pas, c'est qu'elles ont des liens étroits avec le shadow banking, c'est-à-dire qu'elles servent par exemple, de banque sponsor pour des opérations de titrisation, elles financent des hedge funds, etc. Et c'est quelle partie de la banque qui fait ça ? C'est la banque de financement et d'investissement. C'est-à-dire qu'en bénéficiant de la garantie publique, elles font bénéficier le shadow banking de la couverture publique, d'une certaine manière. Et ça complexifie considérablement la finance. Donc, comment dire, séparer les activités, ça ne veut pas forcément dire comme le Glass-Steagall Act, c'est-à-dire couper les banques en deux, hein, mais ça veut dire au moins cantonner les activités, avoir 2 conseils d'administration, des ratios de capitaux séparés, des ratios de liquidité séparés, et interdire qu'une partie de la banque puisse subventionner l'autre. Si vous faites rien que ça, vous allez dégonfler complètement la sphère financière. Parce qu'une partie est alimentée par la subvention publique. Donc oui, ça serait... je pense que c'est une mesure qui est la mère... Enfin, pour moi, c'est la mère des réformes.
Dernière question avant de passer aux dédicaces. Commentaires ou autre? Non? Ok. Eh ben, merci Laurence Cialom. Donc moi je vais juste encore vous annoncer nos prochaines activités. Donc elles sont sur l'écran. Pour ce qui concerne vraiment l'Altrimenti, ce sera donc la fin du mois de juin. On va justement parler des deux grands défis qui nous occupent, à savoir le... Ah oui, Donc, deux grands défis qui nous correspondent donc à ça, à la fois donc, la question du dérèglement climatique et des inégalités. Bon, décidément, il s'était mis en mode automatique. Et donc, pour le reste, on vous donne rendez-vous à la Cinémathèque ou sur les routes, puisque on organise toujours des tours en vélo. Voilà, bon. Et si vous avez le temps, bien sûr, vendredi prochain, vous pouvez soutenir les jeunes avec la marche pour le climat. Voilà. On vous remercie et on vous dit à très bientôt.